Bienvenue à La Vérité Interdite. Attendez-vous à des analyses pointues d'experts internationaux de renom. Abonnez-vous et regardez jusqu'au bout. Bienvenue à nouveau dans l'émission. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Gilberto Dokturov, historien, analyste de la liste d'affaires internationales et également auteur de War Diary, la guerre Russie-Ukraine. Donc, merci d'être revenu dans l'émission. Si je comprends bien, vous êtes à Saint-Pétersbourg maintenant. C'est exact. Nous, ma femme et moi avons un appartement ici, et donc c'est comme vivre chez soi. Bien sûr, lorsque vous êtes absent d'un endroit pendant 5 mois, vous oubliez comment cet appareil ou cet appareil fonctionne, comment utiliser le lave-vaisselle ici, ce genre de choses. Mais sinon, ces petits inconvénients ne sont rien comparés au plaisir d'être ici. Eh bien, ce que je voulais discuter avec vous était le déclin de la dissuasion de la Russie, ou du moins la crédibilité de sa dissuasion. Et c'est une question assez importante. C'est-à-dire qu'une dissuasion nucléaire crédible a maintenu la paix pendant la guerre froide, car les deux parties savaient qu'elles ne devaient pas franchir certaines lignes. Une fois que ces lignes ne sont plus respectées, on risque de descendre de plus en plus bas. Et plus on attend pour rétablir sa dissuasion, plus cela risque de bouleverser l'équilibre entier. Mais l'une des principales critiques en Russie, ou préoccupations au moins en Russie, a été que le Kremlin a laissé sa dissuasion devenir moins crédible. C'est-à-dire qu'avec le temps, la Russie n'a pas vraiment répondu avec force à aucune des escalades de l'OTAN, en particulier les frappes à longue portée en profondeur en Russie, tant militaire que commerciale. Mais aussi, ce que nous avons vu en juin, les attaques contre la dissuasion nucléaire de la Russie. Il me semble qu'il y a maintenant une pression pour une correction majeure de la trajectoire. Je me demandais si vous entendez la même chose. Eh bien, c'est évidemment débattu dans les plus hautes sphères de l'établissement de la politique étrangère à Moscou, et je veux clarifier un point qui ne serait pas évident pour le grand public. Ce que vous et moi allons discuter est une question de grande importance considérable et attire l'attention des professionnels des politiques étrangères et des professionnels de la défense. Le grand public, à la lumière de ce que je vais dire à propos de M. Ils ont une vision différente de la conduite de Poutine. Ils parlent du comportement gentleman de l'homme, de sa tolérance envers le comportement juvénile, ou insultant des présidents américains, j'utilise le pluriel ici, et des dirigeants européens, et ils trouvent cela crédible. Ils sont très à l'aise avec cela. Ils sont heureux, car selon eux, cela nous éloigne davantage de la guerre. En tant que professionnel, et vous êtes certainement le plus professionnel, mais c'est vraiment votre première spécialité, nous avons un avis différent, et le monde dans lequel nous vivons est la loi du plus fort. Et donc, je ne fais pas un jugement, je fais une déclaration de fait. Dans le monde de la géopolitique, la loi du plus fort fait foi, et les doux et timides ont tendance à être écrasés. Ce n'est pas quelque chose que le grand public aime comprendre. Ils ne comprennent pas non plus l'idée que lorsque des personnes sont présentées à un événement public dont on nous dit qu'il réunit les grands et les bons, cette distinction même est au premier plan dans l'esprit des organisateurs de ces événements. Il y a une distinction entre les grands et les bons, et les puissants et les personnes décentes. Ce ne sont pas nécessairement les mêmes personnes. C'est ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui, et le problème qui se pose maintenant est, comme vous le décrivez, comme une faiblesse ou une valeur dissuasive défaillante de la Russie, et nous en avons discuté la dernière fois. Comme vous l'avez dit, il y a 3 composantes, et ce qui semble manquer à la Russie actuellement, c'est la démonstration qu'elle est prête à utiliser les moyens dont elle dispose et la communication de cela, de cette détermination tant à ses adversaires qu'au grand public. Donc, cela semble être le cas. En baisse, ce n'est pas quelque chose qui vient tout juste de se produire. Je reviens à cela quand nous parlions de M. Trump à la période avant qu'il n'entre en fonction lors de son premier mandat en décembre 2016, lorsque l'administration sortante d'Obama lui a présenté une coupe empoisonnée en confisquant les propriétés diplomatiques russes aux États-Unis, et il s'attendait à ce que cela provoque une réponse violente de Moscou, ce qui gâcherait les relations dès le premier jour. Eh bien, il n'y a pas eu de réponse de Moscou, aucune réponse crédible.
Ils n'ont pas fait ce qu'ils auraient dû faire à ce moment-là. Ainsi, la faiblesse et le manque de réponse de manière traditionnelle, selon la tradition diplomatique et les règles de comportement, ont été violés par M. Poutine et son administration à l'époque. Cela n'a pas commencé hier, et cela s'est accumulé au fil du temps, avec des actifs stratégiquement importants mis en péril, comme vous l'avez décrit dans l'introduction, sans que la Russie ne fournisse une réponse adéquate. Tout ce qu'ils ont fait, c'est mettre l'accent depuis 2018 sur le fait qu'ils avaient du matériel militaire de classe mondiale qui était mis en production, en série et intégré. Les forces armées, mais quand il s'agissait de répondre de manière appropriée aux actes dégradants de Biden, rien ne s'est passé. Et donc, il y avait une confiance qui s'est construite aux États-Unis et en Europe occidentale, que seul M. Trump a récemment qualifié la Russie de tigre de papier. Bien sûr, tous les experts ont commencé à parler de la référence chinoise, d'où elle venait. Eh bien, cela n'a vraiment aucune importance. Cela existe comme un terme que nous comprenons tous aujourd'hui. C'est un pays qui projette de la puissance, mais qui est incapable ou ne veut pas utiliser ce pouvoir, ou brandir le gros bâton quand il s'agit de se défendre. Et c'est là où se trouve la Russie aujourd'hui. Je suis perplexe. Parce que M. Poutine, dès le jour où il est entré en fonction, a été loué ou dénoncé comme un mâle alpha. Tout le mouvement féministe l'a immédiatement détesté, car il était clairement torse nu à cheval. Cet homme était un homme de grande présence physique, même s'il est de petite taille. Et il a certainement, lorsqu'il a parlé de son enfance à Leningrad, en tant que bagarreur, un gars qui était dans les cours et qui était défié par des brutes qui étaient toujours. Cela arrive toujours entre enfants, et il s'est levé et a frappé le premier. Eh bien, où est ce même Poutine aujourd'hui? Disparu. Maintenant, nous avons tous ceux d'entre nous qui ont regardé cette guerre, ont été dénoncés, ont été révélés comme de faux prophètes à plusieurs reprises. Et nous sommes correctement critiqués par les lecteurs ou les téléspectateurs qui soulignent que nous avons dit et répété que la fin de la guerre est imminente, alors qu'à chaque fois un nouveau niveau d'escalade était introduit, ce qui rendait toutes nos projections d'une fin à court terme de cette guerre irrélevante et inexacte si elle était menée selon des valeurs militaires traditionnelles où certaines pertes sont considérées comme décisives, et vous vous retirez simplement du concours, payez vos frais et espérez une autre occasion. Cela ne s'est pas produit. Et donc, c'est que je suis finalement devenu très fatigué de faire de fausses projections, comme certains de mes collègues le font encore. Oh oui, la Russie, leur couronne s'effondre, l'armée ukrainienne est attaquée. Eh bien, elle est attaquée, mais elle est attaquée depuis le premier mois de la guerre. Pendant le premier mois de la guerre, les Russes avaient un avantage d'artillerie de 10 contre 1 et, vraisemblablement, un avantage similaire de 10 contre 1 en morts et blessés, mais la guerre ne s'est pas arrêtée pour autant. Et alors que je vois cette confiscation de 145 milliards d'euros d'actifs gelés, maintenant en Belgique, si cela est effectivement réalisé, ce qui pourrait bien être le cas, car les Européens sont maintenant désespérés de continuer la guerre à tout prix en violation du droit international. Et si cela se produit, alors la guerre continuera encore 3 ou 4 ans. Vous avez mentionné que j'ai écrit le volume 1. Je m'attends à ce que les volumes 2 et 3 soient publiés au premier trimestre 2026, mais je ne veux pas une étagère entière de ces volumes. Je ne pense pas que quiconque veuille que cela dure encore 3 ou 4 ans. Et les dernières déclarations de Vladimir Poutine montrent qu'il en a fini. Nous parlons des volte-face de Trump. Eh bien, il a fait volte-face. De la conversation téléphonique du jeudi soir qu'il a eue avec Donald Trump, la veille de l'arrivée de Zelensky, pour sa dernière visite à la Maison-Blanche, quand il était sévère. Oh, on nous dit qu'il était sévère. Nous n'avons bien sûr pas eu de lecture publique de ces mots. Mais ce qu'il a dit a été répété par Trump le lendemain à Zelensky, des mots que nous supposons qu'il a reçus de Poutine, car avant que Poutine ne les dise, Vladimir Solovyov a dit ces mêmes mots à l'antenne. Et certainement, ces mots sont venus à Solovyov de la part des gens de Poutine. Donc ces mots étaient « Si vous osez fournir des Tomahawks à l'Ukraine, nous détruirons l'Ukraine. C'est du costaud. »
Et puis une semaine plus tard, Poutine revient sur ses propos. Et oui, il dit, oh oui, eh bien nous allons. Mais ce n'est plus détruire l'Ukraine. C'est bien, cela fera vraiment une brèche dans nos relations. Et donc, ce n'est pas sérieux. Si j'étais l'un des les ennemis de Poutine, dans le Sénat des États-Unis ou ailleurs dans le gouvernement américain ou assis à Bruxelles, je dirais, mon Dieu, cet homme est faible, et faible est l'opposé de la force de dissuasion. Oui, ça, eh bien, je peux comprendre pourquoi, et surtout après l'arrivée de Trump au pouvoir, il y aurait un certain désir eh bien, favoriser et la réduction des tensions plutôt que maintenir la dissuasion parce que, eh bien, dans la sphère diplomatique, la Russie ne verra jamais un autre Trump, qui a parlé amicalement de la Russie et a dit qu'il voulait s'entendre et a reconnu l'expansion de l'OTAN à plus d'une occasion. Il a reconnu que c'est le cours de la guerre. Encore une fois, il semble y avoir un chemin vers la paix. Eh bien, il semblait, j'ai utilisé le passé là-bas, mais il y avait aussi des préoccupations raisonnables concernant l'escalade. Et étant donné que la guerre allait dans le sens de la Russie, il ne voulait pas faire de vagues. Mais bien sûr, la situation aujourd'hui est très différente. Nous voyons, comme vous l'avez dit, la pression sur Poutine pour faire quelque chose, pour riposter est croissante. Je pense qu'il est juste de dire que la diplomatie est morte maintenant. Trump, pour tous ses discours, tout ce dont on a parlé en Alaska concernant traiter les causes sous-jacentes de la guerre, eh bien, maintenant, il est de retour sur le cessez-le-feu. Donc, tout ce dont ils ont parlé, tout est maintenant, par la fenêtre, je veux dire, et aussi les sanctions sur le pétrole russe, ou techniquement des sanctions secondaires, parce qu'ils vont s'en prendre aux partenaires de la Russie, l'Inde, la Chine et comme vous l'avez dit, les Européens, légalisant essentiellement le vol des actifs russes pour financer davantage la guerre pendant encore quelques années. Ce sont ce sont tous les indicateurs de empêcher la chute de l'Ukraine et maintenir la guerre pendant encore quelques années. Mais non seulement la pression est sur Poutine, et je pense que cette reconnaissance, plus largement maintenant que la diplomatie est morte, mais la Russie se tient sur un terrain beaucoup plus solide maintenant si elle décide maintenant de monter l'échelle de l'escalade. Je pense qu'il y a quelques mois, l'Oresnik était, vous savez, un missile de test. Maintenant, il est en production industrielle. Les Russes sont dans une position beaucoup plus forte maintenant, semble-t-il, s'ils veulent commencer à restaurer leur dissuasion. Mais pensez-vous que cela déclencherait une guerre directe entre l'OTAN et la Russie si la Russie intensifie, ou cela l'empêcherait-il? Tout d'abord, faisons un pas en arrière. Vous avez dit que tout le monde est d'accord pour dire que la diplomatie n'est plus une option. Tout le monde sauf Poutine. Au cours des dernières 24 heures, il l'a répété. Eh bien, il y a 2 jours, il parlait et disait que parler est bien mieux que la confrontation. Et puis il a envoyé même Dmitri aux États-Unis pour une mission vouée à l'échec, pour donner l'image que les États-Unis et la Russie se parlent encore et réfléchissent aux grandes affaires et à l'avenir. C'était un spectacle absolument vide, et cela ne démontre qu'une incompréhension totale de la part de M. Poutine et les personnes qui le conseillent sur, qui est même Trump et ce qu'est l'administration américaine et comment traiter avec eux. Il a complètement tort. La mission de Dmitri est vide de contenu parce que tout ce que Dmitri est, c'est un homme brillant, qui est très ambitieux et sert le chef des chefs avec une perspective évidemment sur l'avenir de sa carrière politique. Je n'ai aucune objection à cela. Mais ce qu'il fait maintenant est complètement stupide pour les intérêts de la Russie. Vous récompensez les États-Unis en prétendant qu'ils sont toujours en pourparlers et qu'ils ont de grands projets d'affaires pour l'avenir. Le jour après que les États-Unis ont imposé des sanctions secondaires, cela a été discuté à la mai avec Trump, cela a été discuté avec Poutine. Quel est le résultat ou le résultat probable de ces sanctions? Et Poutine a dit « Oh, nous entendrions. Ce n'est pas un accord. » Et Trump a dit « Nous verrons comment vous vous en sortez dans 6 mois. » Entre les deux, je suis d'accord avec Trump et je ne suis pas d'accord avec Poutine. Ce qui s'est passé, juste une petite diversion ici,
nous parlons des sanctions secondaires sur les deux plus grands consommateurs, acheteurs de pétrole russe, c'est-à-dire l'Inde et la Chine. Les sanctions contre la Chine sont presque sans effet, non seulement parce que la Chine cessera de fournir des métaux rares aux États-Unis et à l'industrie américaine. L'industrie fermera le lendemain, mais parce que la Chine reçoit la majeure partie de son pétrole par pipeline, qui ne sont en réalité aucunement affectées par les sanctions qui ont été imposées. Imposées car elles sont dirigées contre le pétrole transporté par mer. L'Inde est le cas opposé. L'Inde n'a pas de mainmise sur les métaux rares. Elle n'a pas de gourdin à utiliser pour repousser les Américains, comme le font les Chinois. Et son pétrole, qui est à peu près le même volume que ce que la Chine importe, il vient tout par mer. Et hier, je pense que cela s'appelle Reliable, c'est le seul. C'est le plus grand importateur privé de pétrole russe en Inde. Et ils ont dit qu'ils n'achèteraient plus de pétrole. Ce n'est bien sûr pas la fin du jeu. Les Russes et les Indiens essaient probablement de trouver des solutions de contournement pour cela. Mais il y aura une perte de vente. Et qu'est-ce que cela signifie pour le budget russe? Trump a raison. Si nous disons simplement que les Russes ne peuvent pas convaincre les Indiens de maintenir le même niveau d'importation, ils perdront 10% du budget de l'État. 10%. Maintenant, ils enregistrent maintenant un déficit car le gouvernement russe, Prio, accorde conjointement la priorité aux armes et au beurre, car toutes les prestations sociales augmentent, l'indexation augmente, le niveau de vie de la grand-mère est meilleur qu'il ne l'était le mois dernier. Cela progresse et ils ont un déficit dans le budget. Vous faites créer un trou de 10% dans le budget et la Russie va souffrir énormément. Et Trump le sait et Poutine le nie. Il le sait aussi. Alors ils ont un gros problème. Il ne traite pas honnêtement avec son propre peuple et il ne prend pas de décision rationnelle à la lumière du comportement des Américains. La pire chose qu'il aurait pu faire était d'envoyer Dmitri aux États-Unis juste après l'introduction de ces sanctions. Et toute l'affaire Dmitri en général, juste pour reculer un moment, est totalement insensée. C'est seulement que nous, Américains et Russes, ferons de grandes affaires ensemble. Nous faisons de grosses affaires, vous savez, d'accord. J'ai entendu cela depuis 1975. À partir de 1975, j'étais très profondément impliqué dans toutes les grandes affaires que les États-Unis et la Russie auraient. Et franchement, c'était zéro. Non pas par mauvaise volonté, mais en raison des différentes structures de l'économie, et ils ne sont tout simplement pas. Il n'y a rien à harmoniser comme c'était, et c'est le cas avec l'Europe, où les deux s'emboîtent très bien. Fournisseurs de matières premières et tout. Les États-Unis n'ont pas vraiment besoin de matières premières russes. Et ce projet, ce méga-projet, montre encore une fois une très mauvaise compréhension de M. Trump. Oh, Trump est un grand homme d'affaires, un grand promoteur immobilier. Alors nous lui proposons, nous construirons un tunnel de 8 milliards de dollars. Tunnel, vous savez, relier l'Alaska et l'Extrême-Orient russe pour transporter quoi? Rien. Il n'y a rien à transporter. Alors ils pensaient être très, très malins avec M. Trump, et ils n'ont pas été très malins. Et cela se répercute sur cette question de dissuasion. Je pense que Poutine a fait de très mauvais choix. Envoyer Dmitri était la pire chose qu'il pouvait faire. Faire ce discours bancal, il y a un jour que nous avons encore une option pour la diplomatie et que nous ne voulons pas de confrontation, c'est exactement c'est directement contraire à ce que vous disiez, ce que je dis. Est-ce que des personnes comme Dmitri Trenin et Dimitri Simes, qui sont vraiment très bien branchés sur la structure du pouvoir en matière de politique étrangère en Russie, disent donc il y a un problème là. Ouais, bien, je ne comprends pas. Pourquoi le Kremlin pense toujours qu'il a un président de la paix à la Maison-Blanche, parce que, je veux dire, lorsque les États-Unis abordent des pays, le scénario idéal est celui où ils sont autorisés à bombarder un peu les autres pays, comme la plupart des pays du Moyen-Orient. Donc une attaque modérée de temps en temps et avec compréhension que s'il y a une représaille, alors cela s'intensifierait de manière dramatique. Maintenant, la seule façon de ne pas se retrouver dans une telle situation est d'avoir une dissuasion qui est crédible. Donc, l'Iran, par exemple, l'a très clairement exprimé. Toute attaque contre lui, il réagira et ils savent qu'ils réagiront.
Donc, cela ne signifie pas qu'une guerre n'arrive pas, mais néanmoins, cela crée une certaine prudence. Mais nous avons créé ce scénario étrange maintenant où initialement, c'est un peu ouvert que les pays de l'OTAN qui soutiennent l'Ukraine dans la guerre confinée à l'intérieur de l'Ukraine. Mais ensuite est venue cette idée que, eh bien, pourquoi la guerre devrait-elle être confinée ici? Apportons-la en Russie. Et maintenant, vous voyez encore une fois que non seulement Trump a imposé des sanctions directement à la Russie, ce que même Biden ne ferait pas le pétrole, mais maintenant aussi tous ces pays de l'OTAN, parce que nous avons maintenant Zelensky à Londres avec la coalition des volontaires, comme il s'appelle, discutant des missiles longue portée, comment l'OTAN peut aider, probablement en utilisant ses armes, et quelle cible choisir. Et eh bien, essentiellement, il n'y aura pratiquement aucun engagement ukrainien. Et nous sommes maintenant en guerre directe, et alors qu'ils se font frapper au visage, ils disent essentiellement, eh bien, parlons plutôt. Je veux dire, c'est toujours tout l'intérêt des dissuasions s'il y a une voie d'hostilité ici où l'OTAN peut frapper la Russie, mais que la Russie ne répond pas. Pourquoi l'OTAN parlerait-elle alors à la Russie? Juste pour dire que vous savez, la théorie politique, on suppose souvent que les pays pousseront jusqu'à ce qu'ils soient repoussés. Une fois qu'il y a un équilibre, alors vous commencez à parler et trouver un moyen d'améliorer la sécurité mutuelle. Donc il est en effet étrange de voir que Poutine n'a pas, qu'il se comporte encore comme s'il croyait à la rhétorique de Trump, qu'il est, vous savez, ce n'est pas sa guerre, il essaie de la terminer. C'est le fait Trump n'a pas une seule fois au cours des derniers mois mentionné une fin à l'expansion de l'OTAN. Cela donne juste l'impression que tout cela est une fraude, surtout maintenant qu'il revient sur toute cette idée d'aborder les causes sous-jacentes. Mais si les Russes devaient rétablir leur dissuasion maintenant, cependant, encore une fois, il semble qu'il y ait une bonne chance que nous puissions nous retrouver en guerre exactement parce que eh bien, pour le moment, les Européens, au moins, ils semblent presque chercher une raison pour se battre. Chaque fois qu'on a un petit drone près d'un aéroport allemand, c'est défini comme une guerre hybride, vous savez, même s'ils arrêtent des Allemands pour ça. Où pensez-vous qu'un conflit possible pourrait surgir cependant? Parce que eh bien, Keir Starmer célèbre les sanctions de Trump et il a dit que nous aiderons à retirer le pétrole russe du marché. Maintenant, cela peut signifier beaucoup de choses. Cela pourrait signifier des sanctions. Cela pourrait signifier commencer à saisir des navires russes. Encore une fois, il y a cela. Cela pourrait signifier aider davantage avec des frappes à longue portée sur les raffineries russes. Comment voyez-vous les escalades à venir? Parce que il semble que l'OTAN prépare une nouvelle série d'attaques contre la Russie. Eh bien, je pense que même l'équipe de Poutine comprend le concept de fenêtre d'opportunité. Le lancement de l'opération militaire spéciale en février 2022 était précisément basé sur une fenêtre d'opportunité en raison de l'avantage technologique et des systèmes d'armes stratégiques que la Russie avait jugés opérationnels et pouvant être utilisés à tout moment. La Russie, pour la première fois en 70 ans, était techniquement et stratégiquement en avance sur les États-Unis et non 3 pas derrière. Maintenant, cette conscience de la fenêtre d'opportunité qui a déterminé le moment et la manière de l'opération militaire spéciale est précisément ce qui manque actuellement. Pour répondre à votre point, c'est le moment pour la Russie de frapper. Les Européens reconnaissent qu'ils n'ont rien et ils annoncent et publient 2029 comme la date à laquelle ils seront prêts. Pourquoi diable pense-t-il que la Russie va rester là à attendre d'être frappée par eux? Parce que les Européens sont enfin prêts? Si l'équipe de Poutine a une quelconque pensée stratégique, ils reconnaîtront ce fait et élimineront Kiev, l'Ukraine maintenant, avant que l'Europe ne puisse faire quoi que ce soit. Les Européens resteront à se lamenter. Les Américains diront « on vous l'avait dit » et c'est là que ça se terminera. Si le potentiel militaire de l'Ukraine, si leurs centres de décision sont éliminés maintenant, ce qui est manifestement possible, grâce à ces Oresniks, fin de partie, ou jeu et match
Je suis stupéfait que l'équipe de Poutine ait oublié la notion de fenêtre d'opportunité. La Russie n'aura jamais le même avantage qu'elle a sur l'Europe militairement qu'elle a en ce moment précis. Mais l'ensemble. L'idéal d'une dissuasion est précisément qu'elle ne devrait pas avoir à être utilisée à condition qu'elle soit crédible et bien communiquée. Ses capacités sont évidentes. Maintenant, tout le monde sait que les capacités sont là, mais ce n'est plus crédible et la communication est mauvaise. Je veux dire, il y a... Si le langage était ferme au point que l'OTAN le lirait comme la Russie n'aurait pas... eh bien, le Kremlin n'aurait pas l'opportunité de revenir en arrière si des lignes rouges étaient violées, alors ce serait crédible. Mais c'est pourquoi je cherche. On s'attendrait à un discours où le président Poutine dirait « Vous savez, si des frappes à longue portée avec des missiles opérés par des pays de l'OTAN frappent notre territoire ou notre sol, alors nous ferons B et C. Si c'est clair et qu'ils savent que le public russe n'accepterait rien d'autre ou que la direction militaire, la direction politique n'accepterait pas de revenir sur des engagements très clairs, alors ils n'auraient pas à utiliser leur dissuasion. Il n'y aurait pas besoin d'une frappe sur les centres de décision de l'Ukraine. Ils n'auraient pas besoin d'aller jusqu'à cette escalade. Mais je suppose que ma préoccupation est que tant qu'ils ne le communiquent pas, on monte de plus en plus dans l'échelle de l'escalade, et quand ils finissent par riposter, alors on se retrouve dans une situation de guerre. Ce que je suggérais n'était pas une guerre avec l'OTAN, je suggérais de détruire l'Ukraine. Ce sont deux choses différentes. La destruction des élites politiques à Kiev serait un avertissement. Cela établirait ou rétablirait la dissuasion de la Russie. Revenons un peu dans l'histoire. Il y a eu 1956, il y a eu 1968. La Russie avait, à l'époque, toutes sortes de pouvoirs dissuasifs dans son arsenal militaire, mais elle a envahi à la fois la Tchécoslovaquie et la Hongrie, et elle a frappé une mouche avec un marteau, et cela a fonctionné. Et c'est ce que je dis maintenant. Je ne dis pas qu'ils doivent faire cela. Et il y a des têtes brûlées russes qui disent, eh bien, nous devons bombarder l'Allemagne. Nous devons anéantir, Londres. Je ne dis pas cela du tout. Ce qu'ils doivent faire, c'est aller au cœur du problème. Ce qu'est l'antichambre d'une guerre Russie-OTAN. Cela ne crée pas une guerre entre la Russie et l'OTAN si l'Ukraine est éliminée. Par la méthode que je suggère, je dis, et ce n'est pas mon idée, je répète ce qui est les paroles de penseurs russes très respectés. D'accord, il y a des disputes sur le degré de respectabilité de M. Karaganov, mais néanmoins, c'est une figure majeure de l'établissement politique russe, et donc à ce niveau et dit même moins que niveau, car il parlait d'utiliser une arme nucléaire en Europe de l'Ouest pour démontrer la volonté de la Russie d'aller jusqu'au bout si nécessaire. Rien de tel n'est nécessaire. Les Karachniks détruisant quelques centaines de personnes au centre de Kiev, qui sont le régime, pourraient faire le travail et établir et rétablir la dissuasion de la Russie face à tous les gens avides de guerre, qui se trouvent être les chefs de gouvernement en Europe de l'Ouest. Eh bien, c'est le risque cependant lorsque vous laissez votre dissuasion s'affaiblir, sinon être complètement sapé. C'est soudain, vous obtenez ces propositions de la part de personnes assez respectées qui plaident pour l'utilisation d'armes nucléaires tactiques contre des pays européens afin de rétablir la dissuasion. Cela n'aurait pas été un problème, je veux dire, je pense que s'il l'avait maintenu. C'est ce que je voulais dire au début, c'est-à-dire, je pense que l'ensemble des deux côtés, le monde en général, perd quand une des grandes puissances laisse sa dissuasion glisser. C'est là qu'il y aura une surcompensation plus tard. On a juste l'impression que sur la base du changement de rhétorique et aussi de la situation sur le terrain, l'accessibilité maintenant ou de l'ORESNIC à une échelle beaucoup plus grande, il semble que nous atteignions ce point où la rétorsion viendra, mais si c'est le cas, on s'attendrait à voir un changement de rhétorique parce que si le président intensifiait la rhétorique, alors peut-être qu'il n'aurait pas à aller jusqu'à utiliser réellement ses armes. Il n'a pas besoin de renforcer personnellement la rhétorique, mais il doit arrêter
d'appeler, de réprimander la personne dans son gouvernement qui est le mieux à même de le faire. Je parle de Sergei Ryabkov. Ryabkov est celui qui, en décembre 2021, a présenté l'ultimatum ou les projets d'accord qui étaient en fait un ultimatum aux États-Unis, à Washington et à l'OTAN, leur demandant soit de revenir volontairement, de retirer votre établissement de l'OTAN, des structures à leur emplacement de 1997, soit nous vous reprenons. C'est un langage assez dur. Et le même Ryabkov est celui qui a été réprimandé par Poutine il y a moins d'une semaine pour avoir dit ce que vous venez de dire au début de cette conversation, à savoir que la diplomatie a dépassé son utilité. Donc le mystère, ces gens comme Ryabkov, et il n'y en a pas beaucoup comme lui. Il est vraiment exceptionnel et courageux parce qu'il savait dans quoi il s'engageait en disant cela. Il savait qu'il mettait sa carrière en danger en disant cela. Ils sont là, à l'intérieur du gouvernement, pas à la télévision d'État. Ce qui m'ennuie le plus, c'est quelque chose qui va sembler un peu étrange, je pense, aux téléspectateurs. Nous avons vécu avec les histoires néoconservatrices sur l'apaisement. Nous ne pouvons pas traiter avec ce dictateur en Irak, nous ne pouvons pas traiter avec ces gens en Libye, etc. Nous ne pouvons pas les apaiser, et ainsi de suite, et toujours avec une référence à Chamberlain et à son discours. Une paix pour notre temps, après sa rencontre avec Hitler, et la reddition des Sudètes. Tout cela était des absurdités. C'était de la pure propagande. Mais ce que j'ai entendu Poutine dire il y a un jour et demi était un discours de Chamberlain, et cela m'a rendu très mécontente. Alors, je suppose une dernière question. Avez-vous des prévisions sur la direction que nous prenons maintenant? Parce que vous donnez l'impression que Poutine tient bon. J'ai eu l'impression qu'il faisait un petit changement, qu'une réponse pourrait venir. Encore une fois, je n'en suis pas certain, mais c'est l'impression que j'ai eue. Eh bien, j'espère que tu as raison, mais je suis consterné qu'il ait envoyé Dmitriev, car cela sape toute idée de son passage d'une attente de diplomatie productive à la restauration du pouvoir de dissuasion de la Russie par la communication et une démonstration de courage. Je ne sais pas, je n'en sais rien. Aucun de nous ne sait ce qu'il va faire ensuite, mais il a été incohérent au cours des deux ou trois dernières semaines. Et je pense que tu seras d'accord avec moi, aussi incohérent à sa manière, que Trump laisse. L'une des critiques que j'ai de la part de collègues confidentiellement à côté, pas dans une dispute publique, c'est que Poutine doit se comporter de cette manière, car il reçoit des rapports de psychologues russes qui ont fait des lectures sur Trump et sa volatilité. Et l'homme est imprévisible et une personne si dangereuse à son doigt sur le nucléaire, le déclencheur. Et donc il joue avec Poutine, avec Trump de cette manière. Je n'y crois pas du tout de ma façon de penser, même si Trump est un bon chrétien, un véritable croyant, un homme de famille. Et la dernière chose qu'il veut voir, c'est les États-Unis, y compris sa propre famille, incinérés. Donc je ne m'inquiéterai pas une minute que Trump se précipite sur Exet. Je ne crois rien de tout ça. Je pense que les gens essaient de se protéger en se donnant le rôle d'apologiste de Poutine. Je ne suis l'apologiste de personne. Nous avons déjà abordé cette question. J'essaie juste de donner une lecture telle que je la vois. Et peut-être que tu as raison, j'espère que tu as raison, qu'il a définitivement vu la lumière et sera plus dur et un meilleur protecteur des intérêts de la Russie. Mais je ne suis pas encore convaincu. Eh bien, mon impression de l'administration Trump était qu'ils sont assez, oui, transactionnels, mais aussi pragmatiques, qu'ils évaluent leur politique sur la base d'une analyse coût-bénéfice. Donc auparavant, des personnes comme Marco Rubio ont été interrogées. Pourquoi ne poussez-vous pas plus de sanctions contre la Russie? Et sa réponse a été bien, cela compromettrait la possibilité de diplomatie. Mais ensuite, les Russes ont supprimé ce coût et ont dit non. Vous pouvez sanctionner toutes nos compagnies pétrolières et nous enverrons Dmitriev le lendemain aux États-Unis pour discuter d'un tunnel de paix. Je veux dire, on penserait qu'il communiquerait plus de coups en escaladant, mais c'est très dangereux. Encore une fois, les gens interprètent souvent cela comme Poutine
vous savez, essayant de préserver la paix ou quelque chose. Mais comme nous l'avons discuté, quand la dissuasion s'affaiblit, vous savez, la paix devient plus fragile. Il est maintenant plus probable qu'il y ait une guerre. Encore une fois, tout le monde y perdrait. Mais oui, voyons ce qui se passe. J'ai l'impression maintenant que quelque chose change à Moscou, mais oui, cela reste à voir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Eh bien, c'est très gentil de ta part. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Nous vous souhaitons bonne santé et bonne chance.